propose d'enchaîner concernant ce post-ASCO 2022 avec les nouveaux médicaments, donc en phase précoce et donc en règle. C'est une bonne opportunité pour voir tout ce qui nous attend, tout ce qui peut nous faire rêver en cancérologie. Et j'ai le plaisir d'être accompagné par Capucine et par Santiago. Capucine, tu prends la main avec l'immunothérapie, je crois ? C'est ça. Merci Karim. Alors, peu de nouveautés en termes d'immunothérapie dans cette session essai précoce de l'ASCO 2022. Je vais rester un peu dans le thème actuel pour vous parler d'une vague de chaleur qui a quand même déferlé sur l'immunothérapie, c'est celle des cytokines. Donc pas mal d'essais présentés en session orale de la phase 1, 4 essais de combinaison de cytokines avec des inhibiteurs du checkpoint et notamment le pembrolizumab. Donc sur ces 4 essais, j'en ai sélectionné 2. La première est une phase 1 présentée par Elena Garalda du Val-de-Braun, qui est la phase 1 Aurelio 03. Donc le principe est assez simple, c'était tester le SOT101 qui est une protéine de fusion qui contient à la fois l'IL-15 et puis le domaine Sushi du récepteur alpha à l'interleukine 15 et interleukine 2. Donc la particularité de cette molécule et l'intérêt, c'était de bypasser en fait le récepteur alpha de l'IL-15 et IL-2 récepteur pour éviter en fait l'activation et l'expansion des Treg. Donc l'étude était assez classique dans son design, un design 3+3, chez des patients qui pouvaient avoir été traités préalablement par des inhibiteurs du point de contrôle immunitaire. Et l'autre particularité, j'en reparlerai dans les résultats, c'est que les patients avaient la possibilité d'un crossover dans le bras combinaison s'ils progressaient en monothérapie. Pour ce qui est de la tolérance, donc classique avec les cytokines, une tolérance qui était marquée par de la fièvre, des frissons, des toxicités aussi hépatiques, avec notamment dans le bras monothérapie, 2 DLT sur des élévations des transaminases qui ont permis de définir la dose recommandée en phase 2 à 12 microgrammes par kilo. La molécule a ensuite été combinée avec le pembrolizumab et là encore, même profil de tolérance, donc plutôt fièvre, frissons et toxicité hépatique. En termes d'efficacité, des résultats plutôt limités en monothérapie, avec, vous le voyez, une réponse partielle confirmée chez une patiente atteinte d'un carcinome épidermoïde cutané. Les résultats en combinaison étaient beaucoup plus intéressants puisque c'est le but de ces nouvelles interleukines, c'est d'être vraiment utilisé en combinaison avec une réponse complète confirmée, 4 réponses partielles et 10 stabilités. La particularité, c'est que la patiente dans le bras monothérapie qui était en réponse partielle confirmée a pu justement passer en crossover dans la combinaison et a confirmé de nouveau une nouvelle réponse partielle, donc des resensibilisations post avec la combinaison. Donc là, vous pouvez voir sur ces spider plots le bras monothérapie et la combinaison. Donc on voit quand même des résultats intéressants avec des réponses qui sont maintenues dans le temps. Deuxième étude, alors là, une autre molécule, une interleukine 2, c'est le nanvaleukin alpha en monothérapie. Alors, même particularité que l'étude précédente, en fait, l'idée étant identique, c'était vraiment de bypasser ce récepteur alpha de l'interleukine 15 à l'interleukine 2 pour, là encore, favoriser l'expansion des CD8 et des NK et de limiter l'expansion des Treg. Le mécanisme, le design de l'étude était classique, là encore, une partie A en escalade de dose, une partie B en monothérapie, dont 2 types de tumeurs, le cancer du rein à cellules claires et le mélanome, qui avaient été sélectionnés en raison des résultats historiques avec les interleukines 2 haute dose, et puis la partie combinaison, là encore, avec le pembrolizumab. Donc des patients qui recevaient la molécule de J1 à J5 toutes les 3 semaines, pas mal de patients aussi qui étaient pré-traités avec des inhibiteurs du point de contrôle immunitaire. Vous voyez, pour les patients atteints de carcinome rénal à cellules claires, quasiment 60% de patients pré-traités et quasiment 100% de patients pré-traités pour la cohorte mélanome. Profil de tolérance, somme toute assez similaire avec la molécule précédente, donc fièvre, frisson et également
également une toxicité hématologique qui était un peu particulière à cette molécule, avec des neutropénies dont la durée était aux alentours en moyenne de 4 jours. Et de façon surprenante, on a l'impression quand même sur ce diagramme que la combinaison finalement est assez bien tolérée, notamment par rapport à la monothérapie, et c'était la même chose dans l'étude Aurelius 03. Pour ce qui est de l'efficacité, je vous ai sélectionné la cohorte de patients atteints de mélanome dont les résultats étaient les plus intéressants. Alors, taux de réponse dans le mélanome cutané de 13%, donc pas de grands changements. En revanche, pour la cohorte de patients atteints de mélanome muqueux, 33% de taux de réponse, ce qui a permis à la molécule d'avoir un fast track designation dans le mélanome muqueux chez des patients, pour certains, notamment dans le mélanome cutané, qui avaient été pré-traités avec des réponses durables, donc molécule à suivre. C'est 2 patients. 2 patients sur 6. Donc, ils vont étendre effectivement l'étude au mélanome muqueux. Et là, vous voyez, j'ai trouvé ça assez bien présenté. En fait, c'est les résultats, quel que soit le type de tumeur, en monothérapie ou en combinaison, avec les différentes réponses. Et il y a notamment une étude qui va être menée dans les cancers de l'ovaire, puis compte tenu des résultats qu'ils ont observés dans cette cohorte de patients. Alors, quelques mots quand même sur la thérapie cellulaire, parce qu'on ne peut pas parler d'immunothérapie aujourd'hui sans parler de thérapie cellulaire. Donc, en fait, j'ai sélectionné un poster d'une étude de phase 1 avec des CAR macrophages polarisés M1 qui ciblaient HER2. Donc, le mécanisme est assez simple. Finalement, il ressemble au CAR-T, mais pour les CAR macrophages. Donc, ils ont présenté les résultats préliminaires de cette étude de phase 1 chez 18 patients, tout type de tumeurs. Donc un profil de tolérance, vous voyez sur la diapositive à gauche. Donc en bleu, c'est les gradins. Donc vous voyez globalement un profil de tolérance très acceptable. Et les toxicités étaient principalement hématologiques avec de l'anémie et également des lymphopénies de grade 3, mais qui n'ont pas forcément d'impact au long cours pour les patients. L'intérêt aussi de cette étude, c'est qu'ils ont présenté les résultats translationnels avec une activation en fait des CD8, des CD4 effecteurs et aussi des CD8 mémoire. Donc il y avait vraiment un impact de l'utilisation des CAR chez les patients en biopsie séquentielle. Et les réponses préliminaires, alors évidemment il faut attendre les données définitives, c'était sur 7 patients, 4 maladies stables. Donc on attend, on espère, avec ces CAR macrophages, les résultats de la phase 1. Super, merci. Je vais te prendre. Voilà, merci beaucoup. Santiago, à toi. Oui, merci. Je me vais focaliser en fait sur les molécules qu'on appelle ciblées. Et cette année à l'ASCO, c'est pas mal pour cet aspect parce qu'en fait, on a un exemple d'un target, d'un cible qui n'est pas druggable avant. Et comme on a été pour les CARAS, on a quelques données préliminaires aussi qui sont assez intéressantes. Et on voit qu'en fait, c'est très important. C'est la voie de P53 qui est bien connue pour tout le monde, non? Et qui a un rôle assez important, non? Pour la suppression des tumeurs. Et comme d'habitude, on est très bon pour la inhibition, mais on est mauvais, non, pour récupérer en fait la fonction dans ces cas de la mutation de TP53 qui est en fait on arrive à récupérer. Et ça cible en fait une mutation spécifique, c'est un hotspot, que c'est le YREC220C, que c'est assez intéressant parce que l'expression c'est autour de 1%, tout compris, mais ça s'exprime dans les tumeurs de sang, de poumons, pancréatiques, GI. On a une expression sur les tumeurs ovariennes autour de 3%. Donc, ça semble que ça va être une cible que c'est faible, mais intéressant pour pas mal de tumeurs. En fait, ça c'est une étude que c'est en first in class. C'est la première fois qu'on a une molécule qui peut
en fait récupérer la fonction de P53. On a des données préliminaires, précliniques, qu'on peut avoir un contrôle des volumes tumoral avec cette molécule. Le design de l'étude, c'est assez classique. C'est un 3+3 pour retrouver la dose. Et on a joué jusqu'à 2500 mg de dose. Et finalement, ce n'est pas encore clair, mais la toxicité s'est arrivée limitant à 1500 mg. Donc, côté toxicité, on doit dire que c'est très bien toléré. Et cette molécule, la dose limiting toxicity, ça a été en fait de la perturbation des bilans hépatiques et aussi de l'altération rénale. Et comme vous voyez ici, c'est plutôt des grades 3, on n'a rien des grades 4, donc c'est très bien toléré en fait. Par rapport à l'efficacité, on a un taux de réponse au total des doses maximales de 32% et toute la dose compris autour de 24%. On voit ici que ce n'est pas limité dans un type tumoraux concret. On a des réponses en fait dans différents types de tumeurs et aussi c'est très intéressant et ça a été présenté à l'ASCO aussi un cas clinique pour un cancer de poumon à petites cellules qu'en fait il y a une réponse extraordinaire et avec une duration de réponse aussi extraordinaire. Donc c'est la première fois qu'on a ce type de molécules pour avoir à nouveau l'activité de P53. Pour présenter aussi une étude qui est intéressante dans la même voie de P53 M2M2, on a essayé beaucoup de molécules pour cibler cet type de voie quand on a un P53 wild type. Et c'est bien que nous, comme ça marche, et normalement, la M2M2 amplification, c'est une façon alternative de simuler l'inactivation de P53. Donc, il y a pas mal de tumeurs qui expressent M2M2 de façon amplifiée, surtout quelques sarcomes. Et cette étude, c'est en fait une deuxième génération d'inhibiteurs de M2M2, que c'est de Boehringer et qu'on va voir ici à Gustave aussi la partie extension de cette étude et qui en fait c'est un design classique aussi 3+3 tout tumeur compris et avec des amplifications de M2M2 et aussi focalisé sur les sarcomes avec cette amplification. Et plus de la moitié des malades sont des sarcomes en fait différenciés et bien différenciés. Et par rapport à la toxicité, c'est pas mal toléré en fait, avec des toxicités GI, avec des douleurs et des thrombocytopénies, mais finalement avec pas beaucoup de problèmes. Et par rapport à l'efficacité, on a un taux de réponse pour les liposarcomes différenciés de 12% et pour les viandes différenciées de 26%. Si on regarde les autres anti-M2M2, en fait, c'est promising que l'activité de cette molécule, ça peut arriver mieux que le reste des copains qu'il y a sur le terrain. Et pour finaliser, on a découvert en fait des new targets et c'est intéressant. Parce qu'on connaît des targets qu'on n'est pas capable de cibler, mais on a aussi de nouveaux targets, comme cette étude qui a été présentée, que c'est pour affecter en fait l'oxydation de l'acides gras, que ça a été bien validé, que la suppression de la PPAR alpha, que c'est en fait un facteur de transcription pour les fatty acides, ça peut arriver à avoir un contrôle tumoraux assez important. C'est aussi validé qu'il y a un effet qui peut être immunomodulateur et des données précliniques que si on combine ça avec des anti-PD1, on peut avoir plus de contrôle après aussi d'être exposé pour un anti-PD1. Le design à nouveau c'est très classique, c'est 3+3. Tout type de tumeurs et après se focalise sur les hépatocarcinomes, les cancers du rein et les cholangiocarcinomes. Non? Juste à l'escalade, c'est tout tumeur
compris, et on a 2 parties de combination avec un nivolumab. Par rapport à la toxicité, à nouveau, c'est très bien toléré. En monothérapie et aussi avec la combinaison de nivolumab, que c'est à dose pleine, chaque 4 semaines. Et la dose recommandée, c'est en fait de 600 mg BID pour la monothérapie et pour la combinaison aussi. Par rapport à l'efficacité, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de malades, mais dans la monothérapie, on a un disease control rate, surtout on a des stabilisations de plus ou moins la moitié des malades. Et pour la combinaison avec nivolumab, on a en fait un taux de réponse pour le cancer du rein de 50%. C'est vrai qu'il y a pas mal de malades, il y a 2 qui répondent. Et aussi, ça va être proposé pour les hépatocarcinomes en étude en combinaison de bevacizumab. Donc, ça représente la première fois, c'était à nouveau en first in class, pour cibler ce type de PPAR alpha qui affecte la génération de fatty acide, qui peut arriver comme une nouvelle stratégie, surtout pour les malades qui ont déjà reçu un anti-PD-1. Merci beaucoup, et en espagnol en plus. Est-ce qu'il y a des questions sur les études de phase 1 ? Non, oui, non. Bon, mais vous avez fait un bon tour. Il y a quand même des jolies pistes que vous avez abordées l'un et l'autre. Est-ce qu'il y a un point particulier que vous voulez faire mettre en évidence pour cet ASCO ? Peut-être les P53 ? Étant donné le potentiel. Tout à fait, non. Je crois que ça va être, si ça se confirme, non. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de malades, mais si ça se confirme, c'est de manière historique un ciblé que c'est bien connu et qu'on n'a été pas capable de réactiver. Que ça c'est la chose problématique, non. Mais avec ce type de hotspot mutation, les mécanismes d'action qu'on a, on peut en fait, de façon préclinique, c'est clair et c'est très clean la façon de démontrer ça. Et en plus, sur la phase 1, c'est aussi très, très bien. Merci beaucoup à tous les deux. On se donne quelques minutes et on parle des tumeurs digestives. À tout de suite.